Ma mère s'attendait à ce que je porte le bébé de mon beau-père décédé. Quand j'ai eu 18 ans, ma mère m'a coincée dans la cuisine et m'a fait savoir qu'elle avait conservé le sperme de mon beau-père avant qu'il ne meure, pour que je puisse porter leur bébé et qu'elle puisse enfin connaître son enfant biologique. Mon beau-père, Robert, est mort dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Lui et maman avaient essayé d'avoir un bébé pendant des années, mais n'y étaient jamais parvenus. Robert avait été gentil avec moi pendant les 3 ans où je l'ai connu. Il m'avait appris à faire du vélo et venait aux pièces de théâtre de l'école. Mais maman ne s'était jamais remise de l'avoir perdu. Elle gardait tous ses vêtements dans le placard et mettait encore son couvert à table 10 ans plus tard. « J'attends cela depuis des années », a-t-elle dit, sortant un dossier plein de documents médicaux. Avant que Robert ne meure, nous consultions un spécialiste de la fertilité. Je leur ai demandé de conserver plusieurs échantillons au cas où nous aurions besoin d'une FIV. Elle m'a souri comme si elle me faisait un cadeau. « Maintenant, tu peux m'aider à avoir le bébé de Robert ? Le bébé que nous étions censés avoir. » Je l'ai fixée, incapable de comprendre ce qu'elle disait. Elle voulait que je porte l'enfant de mon beau-père décédé. « Maman, c'est de la folie, » ai-je dit. « Je ne vais pas avoir le bébé de Robert. » Elle a agi comme si elle ne m'avait pas entendue. Elle avait déjà pris des rendez-vous dans une clinique de fertilité. Elle m'a montré des calendriers de suivi de mon cycle qu'elle gardait depuis des années. Elle planifiait ça depuis mes premières règles à 13 ans. « Tu es jeune et en bonne santé. » A-t-elle expliqué en me montrant des statistiques sur les taux de réussite. Mes ovules sont toujours viables, mais mon utérus ne peut plus mener de grossesse. Tu seras la mère porteuse, mais le bébé sera à Robert et à moi. Tu nous prêtes juste ton ventre. Elle avait fait rédiger des documents légaux sur la garde et les droits parentaux. Elle avait pensé à tout, sauf à me demander si j'étais d'accord pour le faire. Quand j'ai refusé, elle s'est sentie trahie. Robert t'aimait comme sa propre fille. A-t-elle dit. C'est comme ça que tu peux honorer sa mémoire et me donner la famille qu'il voulait que nous ayons. Elle a sorti des photos de Robert me tenant bébé. Regarde comme il était heureux. Il méritait d'avoir ses propres enfants biologiques. Quand j'ai dit non, la manipulation a augmenté chaque jour. Elle laissait des vêtements de bébé sur mon lit avec des notes sur sa solitude. Elle pleurait au dîner en disant que je détruisais sa dernière chance d'être heureuse. Elle m'a traité d'égoïste et de sans-cœur pour ne pas l'aider après tout ce qu'elle avait sacrifié en tant que mère célibataire. « J'ai donné ma vie pour toi, » disait-elle. « Le moins que tu puisses faire est de me donner 9 mois. » Elle a commencé à impliquer d'autres personnes dans sa campagne. Elle a dit à son groupe de soutien au deuil que je refusais de l'aider à réaliser la dernière volonté de Robert, même si Robert n'avait jamais été au courant de ce plan. Les autres veuves m'ont traité de sans-cœur. Elle a dit à notre famille élargie que j'étais cruelle en lui refusant sa guérison. Ma tante a dit que porter le bébé serait une belle façon de guérir la perte de notre famille. Même ma grand-mère a dit que je devrais y penser puisque maman ne pouvait plus avoir d'enfants naturellement. Puis maman a commencé à désespérer. Elle a pris un rendez-vous à la clinique de fertilité et leur a dit que j'avais accepté d'être sa mère porteuse. Quand nous sommes arrivés là-bas et que j'ai dit au médecin que je n'avais absolument pas donné mon accord, le docteur a semblé horrifié. « Cela doit être entièrement volontaire », a-t-il dit à ma mère. « Nous ne pouvons pas forcer votre fille à porter une grossesse. » Maman s'est mise à pleurer dans le bureau, disant que je tuais sa dernière connexion avec Robert. Cette nuit-là, maman m'a assise avec une nouvelle proposition. « Si tu ne veux pas porter le bébé, donne au moins tes ovules, » a-t-elle dit. « Je trouverai une autre mère porteuse. Mais le bébé doit être lié à notre famille. » Quand j'ai aussi refusé cela, elle a suggéré que nous pourrions retirer et congeler mes ovules maintenant, et que je pourrais décider plus tard quand je serai plus mûre. Chaque compromis n'était qu'une autre version de son plan insensé. J'ai trouvé des recherches sur son ordinateur sur les lois sur la fertilité et les droits parentaux concernant les décisions médicales des enfants adultes. Elle avait été sur des forums pour demander si elle pouvait légalement m'obliger à fournir du matériel génétique pour la préservation de la famille. Elle avait même contacté des avocats pour savoir si le sperme conservé constituait un héritage que Robert nous avait laissé à toutes les deux. Elle cherchait toutes les façons légales de me forcer à avoir ce bébé. Une nuit, je me suis réveillée et je l'ai trouvé debout au-dessus de mon lit avec une seringue. « Ce ne sont que des hormones pour réguler ton cycle », a-t-elle dit quand j'ai crié. « Pour m'assurer que tout est prêt lorsque tu changeras d'avis. » Je l'ai repoussée et me suis enfermée dans la salle de bain pendant qu'elle frappait à la porte, pleurant que le bébé de Robert mourait à chaque jour d'attente car mes ovules vieillissaient. J'ai attrapé mon téléphone là où je l'avais jeté sur le sol de la salle de bain
et me suis assise, le dos contre la porte. Mes mains ne cessèrent de trembler. Maman était toujours dehors, pleurant et parlant à travers la porte, disant qu'elle essayait de m'aider, que les hormones faciliteraient les choses lorsque j'accepterais son plan. J'ai serré mes genoux contre ma poitrine et j'ai essayé de réfléchir. Je ne pouvais plus rester dans cette maison. Pas après m'être réveillée et l'avoir trouvée debout au-dessus de moi avec une seringue. Je ne savais même pas ce qu'il y avait dedans. Elle avait dit des hormones, mais et si c'était autre chose? Quelque chose pour me rendre malade. Me paralyser ou me rendre docile. J'ai ouvert mes SMS et j'ai trouvé le nom de Tristan. Mes doigts maladroits ont tapoté l'écran alors que j'écrivais ce qui s'était passé. J'essayais d'expliquer que j'avais trouvé maman dans ma chambre avec une aiguille, que je m'étais enfermée dans la salle de bain, que je ne savais pas quoi faire. Sa réponse est arrivée en quelques secondes, me disant de sortir de là et de venir chez lui immédiatement. Je lui ai dit que je le ferais dès que maman retournerait dans sa chambre. Je suis restée assise là, à l'écouter pleurer et supplier derrière la porte pendant ce qui a semblé être des heures, mais qui n'était probablement que 30 minutes. Finalement, j'ai entendu ses pas s'éloigner dans le couloir et la porte de sa chambre se fermer. J'ai attendu encore 10 minutes pour m'assurer qu'elle ne reviendrait pas. Puis j'ai déverrouillé la porte de la salle de bain aussi doucement que possible et je me suis glissée dans ma chambre. J'ai attrapé mon sac à dos d'école et j'ai commencé à y mettre des choses. Chargeur de téléphone, ordinateur portable, un changement de vêtements, brosse à dents, la seringue que j'avais arrachée de sa main et qui avait roulé sous mon lit. Je ne savais pas si j'en aurais besoin comme preuve, mais je l'ai enveloppée dans une chaussette et l'ai mise dans une poche zippée. Mes mains tremblaient, toujours si fort que je pouvais à peine fermer le zip du sac à dos. Je continuais de regarder ma porte, m'attendant à ce que maman apparaisse. La maison était silencieuse, à part le son de ma propre respiration. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu qu'il était presque 5h100 du matin. J'étais enfermée dans cette salle de bain depuis des heures. J'ai mis mes chaussures et une veste et j'ai enfilé mon sac à dos. Puis j'ai marché aussi silencieusement que possible en bas, évitant la 3e marche grinçante. La porte d'entrée a semblé incroyablement bruyante lorsque j'ai tourné la serrure. Mais la porte de la chambre de maman est restée fermée. Je suis sortie dans la lumière grise de l'aube et j'ai commencé à marcher rapidement vers l'arrêt de bus à 6 pâtés de maison. Je n'ai pas regardé derrière moi la maison. Le trajet en bus jusqu'à l'appartement de Tristan a duré 40 minutes. Et j'ai passé tout ce temps à sursauter à chaque bruit. Quand je suis finalement arrivée à son immeuble et que j'ai frappé à sa porte, il a ouvert immédiatement comme s'il avait attendu. Il a regardé mon visage et m'a tirée à l'intérieur. Son appartement était petit et en désordre avec des vêtements sur le sol et de la vaisselle dans l'évier. Mais il m'a semblé plus sûr que n'importe quel endroit où j'avais été depuis des semaines. J'ai posé mon sac à dos et tout ce que j'avais retenu s'est brisé. J'ai commencé à pleurer et je ne pouvais plus m'arrêter. Tristan m'a fait asseoir sur son canapé, m'a apporté de l'eau et a attendu que je puisse parler. Puis je lui ai tout raconté depuis le début. La conversation dans la cuisine à mes 18 ans et maman sortant le dossier sur le sperme conservé de Robert, les calendriers de suivi du cycle qu'elle gardait depuis mes 13 ans, les documents légaux sur la garde et les droits parentaux, le rendez-vous à la clinique de fertilité où elle a menti en disant que j'avais accepté d'être mère porteuse, les vêtements de bébé laissés sur mon lit avec des notes, les membres de la famille me traitant d'égoïste, les recherches sur l'ordinateur sur le fait de forcer les enfants adultes à donner du matériel génétique, et finalement, le réveil cette nuit-là pour la trouver debout au-dessus de mon lit avec cette seringue. Le visage de Tristan est passé du choc à l'horreur pendant que je parlais. Quand j'ai eu fini, il a dit que je pouvais rester sur son canapé aussi longtemps que j'en aurais besoin pendant que je trouvais quoi faire ensuite. Il a dit que ce que maman faisait n'était pas un deuil normal et que j'avais raison d'avoir peur. J'ai passé le reste de cette matinée sur l'ordinateur portable de Tristan à chercher mes droits légaux en tant qu'adulte de 18 ans. J'ai trouvé des articles sur la coercition reproductive, le harcèlement et le droit de la famille. Ce que maman faisait semblait au moins être de la coercition. L'incident de la seringue m'a fait le plus peur car je ne savais toujours pas ce qu'il y avait vraiment dedans. Elle avait dit des hormones pour réguler mon cycle. Mais et si elle avait prévu de me droguer ou de faire quelque chose de pire? J'ai trouvé des informations sur les ordonnances de protection et les rapports de police. L'idée de dénoncer ma propre mère à la police me donnait la nausée, mais je n'arrêtais pas de penser à elle debout au-dessus de mon lit dans l'obscurité avec cette aiguille. J'ai fait des captures d'écran de tout ce que j'ai trouvé et j'ai sauvegardé les liens. Tristan m'a aidé à chercher des thérapeutes travaillant avec les traumatismes familiaux et les problèmes de limite.
Nous avons trouvé quelqu'un nommé Naomi Giles qui se spécialisait exactement dans ce genre de choses. Son site web indiquait qu'elle avait de l'expérience avec la coercition reproductive et les systèmes familiaux enchevêtrés. J'ai appelé son bureau et j'ai eu de la chance car elle venait d'avoir une annulation pour une consultation téléphonique cet après-midi-là. Quand je lui ai parlé pendant ces 20 premières minutes, j'ai senti que quelqu'un comprenait enfin que ce qui m'arrivait était grave et mal. Elle ne m'a pas dit que j'exagérais ou que maman était juste en deuil. Elle a posé des questions réfléchies sur le suivi du cycle et la seringue et a dit que c'était des signaux d'alarme importants. Le simple fait que quelqu'un valide que je n'étais pas folle m'a donné envie de pleurer à nouveau. Elle avait une ouverture pour une session complète dans 2 jours, et je l'ai prise immédiatement. Naomi m'a dit lors de ce premier appel que je devais commencer à documenter systématiquement tout. Elle a dit que si les choses s'aggravaient, j'aurais peut-être besoin de preuves pour une protection légale. J'ai donc passé les heures suivantes à parcourir mon téléphone et à faire des captures d'écran de chaque SMS que maman m'avait envoyé concernant le plan du bébé. Il y en avait des dizaines, parlant de l'héritage de Robert et de mon devoir envers la famille, et à quel point ce serait beau de porter son enfant. J'ai noté les dates et les détails de chaque conversation dont je pouvais me souvenir. La première fois qu'elle l'a mentionné dans la cuisine, le rendez-vous à la clinique de fertilité, la nuit où elle a essayé de me faire accepter le don d'ovules à la place, la découverte des recherches sur l'ordinateur concernant les droits parentaux sur le matériel reproductif des enfants adultes. J'ai pris des photos des vêtements de bébé qu'elle avait laissés sur mon lit et que j'avais mis dans mon placard. J'ai noté les noms des membres de la famille qui m'avaient fait pression et ce qu'ils avaient dit. Tout ce processus me rendait malade. Mais Naomi avait raison. J'avais besoin d'un dossier de tout cela. Le lendemain, sachant que maman serait au travail, je suis retournée à la maison pour récupérer d'autres affaires. Ma clé fonctionnait toujours, et la maison était vide et silencieuse. J'avais l'impression de m'introduire par effraction, alors que j'y avais vécu toute ma vie. Je suis allée directement dans ma chambre et j'ai fait un autre sac avec plus de vêtements et mes documents importants, comme mon certificat de naissance et ma carte d'assurance sociale. Ensuite, je suis allée à l'ordinateur de maman dans le bureau à domicile. Elle n'avait pas effacé son historique de navigation, et ce que j'ai trouvé m'a soulevé l'estomac. Des recherches sur si les parents ont des droits légaux sur les ovules des enfants adultes. Des publications sur des forums demandant si elles pouvaient m'obliger à fournir du matériel génétique pour la préservation de la famille. Des consultations avec des avocats pour savoir si le sperme conservé de Robert comptait comme un héritage nous appartenant à toutes les deux. Elle avait cherché toutes les failles légales possibles pour me forcer à cela. J'ai pris des photos de l'historique de navigation avec mon téléphone, puis je l'ai effacé pour qu'elle ne sache pas que je l'avais vu. J'ai attrapé mes sacs et je suis partie avant qu'elle ne puisse rentrer et me trouver là. Ma première vraie séance de thérapie avec Naomi a eu lieu dans son bureau 2 jours après avoir quitté la maison. Elle avait une façon de parler calme qui me faisait me sentir moins paniquée. Elle m'a expliqué que ce que j'expérimentais avait des noms et des définitions réelles. L'enchevêtrement était lorsque les limites familiales s'estompaient tellement que les gens ne pouvaient pas distinguer où une personne finissait et où une autre commençait. La coercition reproductive était l'utilisation de la pression ou de la force pour contrôler les choix reproductifs de quelqu'un. Elle a dit que le deuil de maman pour Robert s'était tordu en quelque chose de vraiment malsain, où elle ne pouvait pas me voir comme une personne séparée avec mon propre corps et mes propres droits. Elle continuait de parler de moi comme d'un outil pour obtenir ce qu'elle voulait plutôt que comme d'un être humain à part entière. Naomi a dit que me protéger de cela n'était pas de la trahison ou de l'abandon. C'était de la survie nécessaire. Elle a dit que j'avais droit à l'autonomie corporelle, peu importe à quel point maman souffrait ou ce que Robert aurait pu vouloir. Entendre une professionnelle dire tout cela à voix haute a relâché quelque chose dans ma poitrine. Nous avons passé le reste de cette session à créer ce que Naomi a appelé un plan de sécurité. Premièrement, rester complètement loin de la maison, afin que maman ne puisse pas avoir accès à moi physiquement. Deuxièmement, limiter tout contact uniquement aux SMS, pour avoir une trace écrite et ne pas être piégée dans des conversations manipulatrices. Troisièmement, établir des limites claires sur les sujets qui étaient totalement interdits, y compris tout ce qui concernait la grossesse, la gestation pour autrui, le don d'ovules ou le sperme conservé de Robert. Naomi m'a aidé à rédiger exactement quelles étaient ces limites, afin que je puisse les communiquer clairement. Le plan semblait à la fois autonomisant et terrifiant, car je savais que son application mettrait maman encore plus en colère. Mais Naomi m'a rappelé que la colère de maman face à mes limites n'était pas ma responsabilité à gérer.
Ma seule responsabilité était de rester en sécurité. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de la cuisine de Tristan et j'ai rédigé une lettre formelle à maman. J'ai clairement déclaré que je ne discuterais plus jamais de tout ce qui concernait la grossesse, la gestation pour autrui, le don d'ovules ou le sperme conservé de Robert. J'ai dit que tout contact futur devait se faire uniquement par SMS et que je ne répondrais pas aux appels ni aux visites en personne. J'ai dit que si elle violait ces limites, je devrais envisager des options légales pour ma protection. Écrire tout cela me donnait mal au ventre et me faisait trembler les mains. Je n'arrêtais pas de penser à quel point elle serait blessée et en colère quand elle la lirait. Mais je n'arrêtais pas non plus de penser à mon réveil pour la trouver debout au-dessus de mon lit avec cette seringue, et je savais que je devais l'envoyer. Je l'ai mise dans un email et j'ai cliqué sur « Envoyer » avant de pouvoir changer d'avis. La réponse de maman est arrivée moins d'1 heure après l'envoi de la lettre de limite. Mon téléphone a vibré avec une notification par SMS et j'ai fait l'erreur de l'ouvrir immédiatement. Le message remplissait tout mon écran avec bloc après bloc de texte sur la façon dont je l'abandonnais dans le pire de son deuil et détruisait sa dernière chance d'être heureuse. Elle a dit que j'étais cruelle et égoïste après tout ce qu'elle avait sacrifié pour m'élever seule. Elle a dit que Robert aurait honte de la façon dont j'étais devenue sans cœur. Puis est venue la vraie menace enfouie au milieu de toute cette culpabilité. Elle allait couper mon forfait téléphonique à la fin du mois et ne m'aiderait plus avec les dépenses universitaires si je ne rentrais pas à la maison pour lui parler comme un adulte raisonnable. J'ai regardé ces mots, me sentant mal. Mon service téléphonique et une partie de mes frais de scolarité provenaient de maman. J'avais obtenu une aide financière, mais pas assez pour tout couvrir. Je comptais sur son aide pour m'en sortir ce semestre, au moins. Maintenant, elle utilisait l'argent comme une arme pour me forcer à revenir sous son contrôle. J'ai montré les textes à Tristan, et il a pu voir la panique sur mon visage. Il m'a rappelé que je pouvais obtenir mon propre forfait téléphonique pour environ 40 $ par mois, et que les bureaux d'aide financière géraient des situations comme celle-ci tout le temps. Mais entendre cela n'a pas arrêté la peur qui montait dans ma gorge. L'idée d'être complètement indépendante financièrement à 18 ans me semblait énorme et terrifiante. Je n'avais jamais eu de vrai travail auparavant. Je ne savais pas comment j'allais payer tout ce dont j'avais besoin. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon CV sur l'ordinateur portable de Tristan et j'ai commencé à le mettre à jour avec mon expérience professionnelle limitée. J'avais fait du babysitting et du bénévolat à la bibliothèque, mais je n'avais pas grand-chose à y mettre. J'ai passé des heures à chercher des emplois à temps partiel près du campus qui correspondraient à mon horaire de cours. La plupart des endroits voulaient quelqu'un qui pouvait travailler le matin et l'après-midi, mais j'avais des cours à ces moments-là. J'ai finalement trouvé quelques postes de nuit dans des restaurants et des magasins de détail, et j'ai commencé à remplir des candidatures. Mes notes allaient probablement souffrir si je devais travailler 20 heures par semaine, mais j'avais besoin de réduire l'emprise que maman avait sur moi par le biais de l'argent. Chaque candidature que j'envoyais était un pas de plus vers une véritable indépendance, même si cela m'effrayait. 3 jours plus tard, je marchais entre les cours quand j'ai vu maman debout au centre étudiant. Mon estomac s'est tordu. Elle ne devrait pas être là. C'était mon espace loin d'elle. Elle m'a vue et a commencé à marcher vers moi, m'appelant par mon nom. D'autres étudiants se sont retournés pour regarder. Elle a parlé plus fort, disant que je lui brisais le cœur et refusait même d'avoir une conversation avec ma propre mère. Les gens nous regardaient. J'ai senti mon visage chauffer de honte. La voix de maman a porté dans toute la pièce alors qu'elle disait qu'elle voulait juste parler de la mémoire de Robert et pourquoi j'étais si cruelle. Je voulais disparaître. Au lieu de cela, je me suis retournée et me suis éloignée sans rien lui dire. Elle m'a suivie sur quelques pas, parlant toujours, mais j'ai continué à marcher jusqu'à ce que je sorte et qu'elle s'arrête finalement. Mes mains tremblaient alors que j'envoyais un message à Tristan pour lui raconter ce qui venait de se passer. Il a dit que j'avais fait la bonne chose en ne m'engageant pas, mais je me sentais horrible. Cette nuit-là, la réalité de tout cela m'a frappée d'un coup. J'étais dans la salle de bain de Tristan, et soudain, je ne pouvais plus respirer correctement. Ma poitrine était serrée et mon cœur s'emballait, et je n'arrivais pas à prendre assez d'air, peu importe mes efforts. Mes mains tremblaient, et j'étais étourdie. Je pensais que quelque chose de grave m'arrivait. J'ai réussi à envoyer un message à Naomi même si mes doigts fonctionnaient à peine. Elle m'a rappelé immédiatement et m'a guidée à travers des exercices de respiration. Elle m'a dit de me concentrer sur l'inspiration en 4 temps et l'expiration en 4 temps. Elle m'a fait nommer 5 choses que je pouvais voir et 4 choses que je pouvais toucher. Lentement, ma respiration a commencé à se réguler.
Elle a dit que ce que je venais de vivre était une attaque de panique et que c'était une réponse normale au stress que j'endurais. Elle a dit que se sentir coupable d'établir des limites avec maman était normal aussi. Mais cela ne signifiait pas que je faisais la mauvaise chose. Le lendemain matin, j'ai cherché des services d'aide juridique à l'université. Ils avaient des consultations gratuites pour les étudiants confrontés à des problèmes de droit de la famille. J'ai obtenu un rendez-vous avec un avocat nommé Jeff McCoy pour plus tard cette semaine. Quand je l'ai rencontré, je lui ai tout raconté depuis le début. Le plan du sperme conservé, le suivi du cycle, la pression familiale, l'incident de la seringue. Tout. Jeff a écouté attentivement et a pris des notes. Il a dit que la situation était compliquée, mais l'incident de la seringue était grave. Il a dit que je pourrais potentiellement être admissible à une ordonnance de protection si j'étais disposée à déposer un rapport de police. L'idée de dénoncer ma propre mère à la police me donnait envie de vomir. Jeff a expliqué qu'avoir une documentation créerait une trace écrite si le comportement de maman empirait. Il m'a expliqué la différence entre une ordonnance restrictive temporaire qui durait quelques semaines et une ordonnance de protection à plus long terme qui pouvait durer 1 an ou plus. Il a dit que je n'avais pas à décider immédiatement, mais que je devais réfléchir si je me sentais en sécurité. J'ai passé les 3 jours suivants à me demander si je devais déposer le rapport. Une partie de moi avait l'impression d'exagérer et d'être dramatique. Maman était en deuil, et peut-être que je faisais toute une histoire d'un incident étrange. Mais ensuite, je me souvenais de mon réveil pour la trouver debout au-dessus de mon lit avec cette aiguille, et la peur revenait. Je me souvenais de ses recherches sur les moyens de me forcer légalement à lui donner du matériel génétique. Je me souvenais de toutes les violations de limites et de la manipulation. Finalement, j'ai décidé que ma sécurité devait passer en premier, même si cela signifiait faire quelque chose qui ressemblait à une trahison. Aller au poste de police a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Mes jambes étaient faibles en franchissant les portes. J'ai demandé à parler à quelqu'un au sujet du dépôt d'un rapport et on m'a envoyé parler à l'officier Devon Lee. Il a été professionnel et gentil pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. Je lui ai montré des photos que j'avais prises de la seringue que j'avais attrapée cette nuit-là. Il a pris ma déclaration complète et a posé des questions détaillées sur l'incident et les autres comportements de maman. Il a photographié la seringue comme preuve. Pendant tout ce temps, j'avais l'impression de faire quelque chose de terrible à ma propre famille. Mais je m'y suis forcée. L'officier Lee a dit qu'il ferait un contrôle de bien-être auprès de maman et qu'il me recontacterait. Je suis sortie du poste en tremblant et étrange. La police a effectué son contrôle de bien-être le lendemain. 1 heure après qu'il soit parti de chez elle, maman m'appelait sur mon téléphone. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé message vocal après message vocal. Sa voix est devenue plus forte et plus en colère à chaque message. Elle a crié sur la façon dont je l'avais humiliée et détruit sa réputation en envoyant la police à sa porte comme si elle était une sorte de criminelle. Elle a dit que Robert aurait honte de ce que j'étais devenue. Elle a dit que je tuais son héritage et que je crachais sur sa mémoire. Les messages ont empiré au fur et à mesure avec sa voix se brisant, alors qu'elle pleurait sur la façon dont j'avais tout gâché et enlevé sa dernière chance d'avoir l'enfant de Robert. J'ai enregistré tous les messages vocaux avant de les supprimer de mon téléphone car je ne pouvais plus supporter d'entendre sa voix. Le lendemain matin, ma tante a appelé et j'ai failli ne pas répondre, mais Naomi m'avait dit de tout documenter. Alors j'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone avant de répondre. Ma tante n'a même pas dit bonjour avant de commencer à me sermonner sur la façon dont j'avais humilié maman en envoyant la police à la maison comme si elle était une sorte de criminelle. Elle a dit que toute la famille parlait de la gamine égoïste que j'étais et que je devais arrêter ces bêtises et rentrer à la maison. J'ai essayé d'expliquer l'affaire de la seringue, mais elle m'a interrompue et a dit que maman essayait juste de m'aider à mieux comprendre mon cycle. Elle m'a traité de cruelle pour avoir impliqué les autorités dans des affaires familiales et a dit que je brisais le cœur de maman pendant la période la plus difficile de sa vie. Quand j'ai dit que je ne me sentais pas en sécurité à la maison, ma tante a ri et m'a dit que j'étais dramatique. L'appel a duré 15 minutes et j'ai à peine dit 10 mots pendant qu'elle me faisait la leçon sur la loyauté familiale et la gratitude. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le canapé de Tristan en tremblant et j'ai rejoué l'enregistrement. En l'écoutant une deuxième fois, j'ai pu entendre toutes les tactiques de manipulation que Naomi m'avait appris à reconnaître. Les culpabilisations à propos de la famille, le rejet de mes préoccupations de sécurité, la façon dont elle faisait tout tourner autour des sentiments de maman et ne posait jamais de questions sur les miens. J'ai envoyé l'enregistrement à Naomi et elle a confirmé ce que j'entendais.
Toute ma famille utilisait ces mêmes tactiques toute ma vie, et je ne l'avais jamais réalisé. 2 jours plus tard, le propriétaire de Tristan a frappé à la porte, l'air énervé. Il a dit que maman était venue 2 fois pour demander si je logeais ici et qu'il n'appréciait pas d'être mêlé au drame des locataires. Il a dit à Tristan qu'avoir une personne supplémentaire vivant ici violait le bail et que je devais trouver un autre endroit où rester. Tristan a essayé de discuter, mais le propriétaire a été ferme. J'avais 1 semaine pour déménager. J'ai passé chaque moment libre entre les cours à chercher un logement abordable et cela semblait impossible. La plupart des endroits voulaient le premier mois, le dernier mois et un dépôt de garantie que je n'avais pas. Le logement étudiant était plein et les appartements bon marché près du campus avaient des listes d'attente. J'ai finalement trouvé une annonce sur le tableau d'affichage de l'université pour 3 étudiants qui cherchaient un 4e colocataire pour diviser le loyer d'une maison. La chambre était minuscule et le loyer restait un effort, mais c'était la seule option que j'ai pu trouver. Je les ai rencontrés ce week-end-là et ils semblaient assez gentils même si la maison était en désordre et bruyante. J'ai signé le sous-bail et j'ai emménagé mes affaires le lendemain. La nouvelle maison a été le chaos dès le premier jour. Un colocataire jouait à des jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin à plein volume. Un autre avait constamment des gens et il fumait sur le porche arrière, juste devant ma fenêtre. Le 3e colocataire n'était jamais à la maison et laissait de la nourriture pourrie dans le réfrigérateur. Personne ne nettoyait la salle de bain et la cuisine était toujours couverte de vaisselle sale. Je me sentais nerveuse tout le temps parce que la porte d'entrée ne fermait pas bien et les gens allaient et venaient constamment. Je suis allée à la quincaillerie et j'ai acheté un verrou pour la porte de ma chambre et je l'ai installé moi-même en utilisant un tutoriel vidéo sur mon téléphone. J'ai acheté un coffre-fort en métal au magasin d'occasion et j'ai commencé à y ranger tous mes documents importants sous mon lit. Mon certificat de naissance, ma carte d'assurance sociale, mes relevés bancaires et toute la documentation que j'avais recueillie sur maman sont allés dans cette boîte. Chaque nuit avant de me coucher, je vérifiais que ma porte était verrouillée et que la boîte était toujours là. Ce n'était pas chez moi et je ne me sentais pas complètement en sécurité, mais c'était mieux que de retourner chez maman où elle pourrait apparaître avec une autre seringue. Dormir est devenu presque impossible dans le nouvel endroit. Je restais éveillée, à l'écoute de chaque bruit, me demandant si maman avait d'une manière ou d'une autre trouvé mon adresse. Quand je m'endormais, je faisais des cauchemars où je me réveillais dans un lit d'hôpital enceinte ou où je trouvais maman debout au-dessus de moi à nouveau. Je me réveillais en haletant et couverte de sueur plusieurs fois par nuit. Après 1 semaine de sommeil à peine, j'étais épuisée tout le temps et je pouvais à peine me concentrer en classe. J'en ai parlé à Naomi lors de notre prochaine session, et elle m'a appris quelque chose, appelé hygiène du sommeil. Elle a dit que je devais créer une routine de coucher et rendre ma chambre plus sûre. Nous avons travaillé sur des exercices d'ancrage que je pouvais faire lorsque je me réveillais effrayée. Elle m'a fait nommer 5 choses que je pouvais voir, 4 choses que je pouvais toucher, 3 choses que je pouvais entendre. Elle m'a enseigné des schémas de respiration qui ralentiraient mon rythme cardiaque. Il a fallu des semaines de pratique, mais j'ai lentement commencé à avoir des nuits où je dormais 4 ou 5 heures d'affilée. Ce n'était pas génial, mais c'était mieux que les tranches de 2 heures que j'avais eues. Jeff a organisé une autre réunion pour parler des prochaines étapes de la protection légale. Nous nous sommes assis dans son bureau et il a sorti une épaisse liasse de formulaires pour une ordonnance de restriction temporaire. Il m'a guidée à travers chaque section et m'a aidé à rédiger des descriptions détaillées de tout ce qui s'était passé. Le suivi du cycle que maman avait fait depuis mes 13 ans. La campagne de pression avec les membres de la famille. Le rendez-vous qu'elle avait pris à la clinique de fertilité en prétendant que j'avais accepté. L'incident de la seringue avec la date et l'heure exacte. Le harcèlement sur le campus. Chaque message vocal menaçant avec horodatage. Tout écrire dans un seul document m'a fait réaliser à quel point le comportement de maman s'était aggravé au cours des dernières semaines. Chaque incident individuel avait semblé mauvais, mais les voir tous énumérés ensemble montrait un schéma clair qu'elle devenait plus désespérée et plus disposée à franchir des limites. Jeff a dit que la pétition était solide et que nous avions de bonnes preuves. Mais il voulait être honnête sur le fait qu'obtenir une ordonnance de restriction contre un parent était difficile. Les juges le considéraient parfois comme un conflit familial normal, à moins qu'il n'y ait un danger clair. L'incident de la seringue était notre preuve la plus solide, car il montrait qu'elle était prête à intervenir physiquement avec mon corps sans consentement. Le jour après que nous ayons déposé la pétition, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher.
C'est une continuation très détaillée et émotionnelle. Voici la traduction en français. Traduction en français. Suite. La femme s'est présentée comme Kay Booth du service juridique de la clinique de fertilité. Elle a dit que maman avait appelé en essayant de prendre un rendez-vous à mon nom et avait envoyé des formulaires de consentement prétendument signés par moi. Kay a dit que les signatures ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient en dossier de la fois où maman m'avait traîné là-bas et que les documents semblaient falsifiés. Elle semblait réellement horrifiée et a dit qu'elle mettait immédiatement un drapeau rouge sur mon dossier pour empêcher tout accès ou procédure non autorisée. Elle m'a demandé si je voulais déposer une plainte officielle et j'ai dit oui. Kay a dit qu'elle documenterait tout et m'enverrait une déclaration écrite pour mes dossiers. Elle a également dit que la clinique révisait ses protocoles de sécurité, car cela n'aurait jamais dû aller aussi loin. J'ai appelé Jeff immédiatement et je lui ai parlé des documents de consentement falsifiés. Il a dit que c'était exactement le type de documentation institutionnelle dont nous avions besoin, car cela montrait que maman essayait activement de me forcer à subir des procédures médicales par la fraude. Nous avons ajouté la déclaration de Kay à la pétition pour l'ordonnance de restriction, ainsi que le rapport interne de la clinique sur l'incident. Le fait que des professionnels de la clinique aient confirmé que le comportement de maman était grave et préoccupant m'a fait me sentir moins folle. J'avais passé tellement de temps à me demander si j'exagérais ou si j'étais trop sensible. Mais maintenant, il y avait une documentation officielle provenant de sources multiples, indiquant que ce n'était pas un conflit familial normal. La clinique l'a pris suffisamment au sérieux pour mettre un drapeau rouge sur mon dossier et changer leur procédure. La police l'a pris suffisamment au sérieux pour faire un contrôle de bien-être et prendre mon rapport. Ce n'était plus seulement mes sentiments. Il y avait une preuve que ce que maman faisait était mal. Lors de ma prochaine séance de thérapie, Naomi m'a aidé à travailler sur le sentiment de culpabilité que je ressentais encore. Elle a expliqué quelque chose appelé parentification, où un parent traite son enfant comme un outil pour satisfaire ses propres besoins émotionnels, au lieu de le voir comme une personne distincte avec ses propres droits. Elle a dit « Le deuil de maman t'avait transformé en un objet dans son processus de guérison, au lieu d'une fille méritant protection et autonomie. » Naomi a dit qu'il était normal que je me sente coupable d'établir des limites, parce que j'avais été entraînée toute ma vie à faire passer les sentiments de maman avant ma propre sécurité. Nous avons parlé de la façon dont l'amour ne devrait pas m'obliger à renoncer au contrôle de mon propre corps et de la façon dont les vraies relations familiales devaient inclure le respect des limites. Comprendre ces concepts a aidé, mais cela n'a pas fait disparaître complètement la culpabilité. Ma mère me manquait encore parfois, même si je savais que retourner chez elle n'était pas sûr. La mère que j'avais avant la mort de Robert me manquait, avant que le deuil ne la transforme en quelqu'un qui pouvait se tenir au-dessus de mon lit avec une aiguille. La date du procès est arrivée plus vite que prévu, et je me suis sentie malade toute la matinée. Jeff m'a rencontrée au palais de justice et m'a expliqué ce qui allait se passer. Il a dit que maman serait là avec son avocat, et que les deux auraient l'occasion de présenter leur version. Le juge poserait des questions et déciderait ensuite d'accorder ou non l'ordonnance de restriction temporaire. Jeff m'a rappelé de rester calme et de m'en tenir aux faits, peu importe ce que dirait maman ou son avocat. Nous nous sommes assis sur un banc dans le couloir en attendant que notre affaire soit appelée, et mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je n'arrêtais pas de penser au fait de devoir voir maman face à face et d'expliquer à un juge pourquoi j'avais besoin d'une protection légale contre ma propre mère. Chaque fois que la porte de la salle d'audience s'ouvrait, je sursautais. Quand notre affaire a finalement été appelée, j'ai cru que j'allais vomir, mais je me suis levée et j'ai suivi Jeff à l'intérieur. Maman était déjà assise à l'autre table avec un homme en costume que je supposais être son avocat. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, et ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. Pendant une seconde, je me suis sentie horrible de lui faire subir cela. Mais ensuite, je me suis souvenue de mon réveil pour la trouver debout au-dessus de moi avec cette seringue, et la peur est revenue. Son avocat s'est levé le premier et a commencé à parler de la façon dont j'étais une adolescente instable, traversant une phase rebelle et exagérant un conflit familial normal. Il a qualifié l'incident de la seringue de malentendu et a dit que maman avait seulement essayé de m'aider à suivre mon cycle pour des raisons de santé. Il a fait passer l'idée que j'étais dramatique et ingrate après tout ce que maman avait sacrifié pour m'élever seule. L'entendre déformer tout cela m'a fait bouillir le sang, mais Jeff m'avait prévenu que cela arriverait. Il m'a tapoté le bras et a légèrement secoué la tête, me rappelant de rester calme et de le laisser gérer. Jeff s'est levé et a commencé à présenter les preuves que nous avions recueillies.
Il a montré au juge des copies des calendriers de suivi du cycle que maman gardait depuis mes 13 ans, et j'ai vu l'expression du juge changer alors qu'il feuilletait page après page de dates et de notes sur mon corps dont je n'avais jamais su l'existence. Jeff a présenté la déclaration de la clinique concernant maman, essayant de prendre des rendez-vous en utilisant mon nom et les documents de consentement falsifiés. Puis il a montré le rapport de police de l'incident de la seringue avec des photos de l'aiguille que j'avais réussi à saisir avant de m'enfermer dans la salle de bain. Quand ce fut mon tour de témoigner, j'ai cru que j'allais vomir, mais je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la barre des témoins. Le juge m'a demandé de décrire ce qui s'était passé avec mes propres mots, et j'ai commencé par maman me coinçant dans la cuisine le jour de mon 18e anniversaire avec le dossier rempli de documents de fertilité. Ma voix a tremblé lorsque j'ai expliqué comment elle planifiait cela depuis mes premières règles. Comment elle avait suivi mes cycles pendant des années sans me le dire. Comment elle avait pris des rendez-vous dans des cliniques et leur avait dit que j'avais accepté alors que je n'avais absolument pas donné mon accord. J'ai décrit le fait de me réveiller et de la trouver debout au-dessus de mon lit avec une seringue et la terreur de ne pas savoir ce qu'il y avait dedans, ni ce qu'elle prévoyait de faire. Le juge a écouté attentivement et a posé des questions précises sur la chronologie et si j'avais jamais donné la moindre indication que je pourrais être disposée à participer à ce plan. Je lui ai dit non, que j'avais dit non dès la première conversation et à chaque fois après cela. L'avocat de maman a tenté d'interrompre, mais le juge a levé la main et m'a laissé finir. Après m'être rassis, Jeff a appelé Tristan pour fournir une déclaration de témoin. Tristan a expliqué comment j'étais arrivée à son appartement ce matin-là, terrorisée et tremblante, comment maman était venue à son immeuble plusieurs fois pour me chercher, comment son propriétaire s'était fâché à cause des perturbations. Il a décrit l'état dans lequel j'étais à mon arrivée, et comment j'avais eu peur de rentrer à la maison. Avoir une autre personne confirmant ce que j'avais vécu était important, car ce n'était plus seulement ma parole contre celle de maman. Lorsque Tristan a eu terminé, le juge a pris quelques minutes pour examiner tous les documents et photos que nous avions présentés. Puis il a regardé maman et lui a demandé si elle comprenait que ce qu'elle faisait constituait de la coercition et que sa fille avait le droit de refuser toute procédure médicale. Maman s'est mise à pleurer et a dit qu'elle voulait seulement honorer la mémoire de Robert et que j'étais trop jeune pour comprendre à quoi je renonçais. L'expression du juge n'a pas changé. Il a accordé une ordonnance de restriction temporaire interdisant à maman de me contacter à propos de tout ce qui concernait la reproduction, la gestation pour autrui, la grossesse ou la fertilité, et elle ne pouvait pas s'approcher à moins de 100 mètres de ma résidence, de mon campus ou de mon lieu de travail. L'ordonnance stipulait également qu'elle ne pouvait prendre aucune décision médicale en mon nom et ne pouvait accéder à aucun de mes dossiers médicaux. Ce n'était pas tout ce que j'avais espéré, mais c'était une protection légale réelle sur papier que je pouvais faire appliquer. En sortant du palais de justice, je me suis sentie épuisée, soulagée et triste en même temps. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer des publications sur les réseaux sociaux du groupe de soutien au deuil de maman. Les publications étaient vagues, mais parlaient clairement de moi, évoquant des enfants ingrats qui abandonnent leurs parents dans leur heure la plus sombre, et à quel point il est douloureux quand la famille vous tourne le dos. Plusieurs de mes proches ont partagé ces publications et ont ajouté leurs propres commentaires sur la façon dont les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas le sacrifice ou la loyauté familiale. J'ai reconnu que c'était une campagne d'humiliation publique conçue pour me culpabiliser et me faire céder. Ma tante a publié quelque chose sur la façon dont certaines filles oublient tout ce que leurs mères ont fait pour elles, et mon cousin a commenté avec un emoji en pleurs, disant que c'était déchirant quand les enfants sont si égoïstes. Je me suis assise sur mon lit dans la chambre sous-louée, regardant mon téléphone et me sentant mal. J'ai passé tous mes comptes de médias sociaux en privé. Puis, j'ai commencé à bloquer les membres de la famille qui participaient au discours de maman. Ça m'a fait mal de couper les ponts avec des gens que j'avais connus toute ma vie. Ma tante qui m'emmenait faire du shopping pour les vêtements d'école, ma grand-mère qui m'a appris à faire des biscuits, des cousins avec qui j'ai grandi lors de réunions de famille. Mais je ne pouvais pas gérer le jugement et la pression constant pendant que j'essayais de guérir. Chaque fois que j'appuyais sur le bouton de blocage, je me sentais coupable et soulagée en même temps. Une semaine plus tard, j'ai eu un rendez-vous avec le bureau d'aide financière à l'école pour discuter de mon statut de dépendance. J'ai apporté des copies de l'ordonnance de restriction et du rapport de police, ainsi qu'une lettre de Naomi expliquant l'éloignement familial. La conseillère en aide financière a tout examiné attentivement et a dit qu'il pouvait reconsidérer mon statut d'étudiante indépendante sur la base des preuves documentées d'abus et de la séparation légale.
Le processus prendrait plusieurs semaines et je devrais fournir des documents supplémentaires. Mais ils m'ont finalement accordé une aide supplémentaire qui couvrait la majeure partie de mes frais de scolarité et certaines dépenses de subsistance. Le soulagement que j'ai ressenti lorsque j'ai reçu l'email d'approbation a été énorme, car cela signifiait que je n'étais plus complètement piégée par la dépendance financière à maman. J'ai commencé à chercher un travail à temps partiel qui correspondait à mon horaire de cours et j'ai trouvé un poste dans un café du campus. La paie était au salaire minimum et les heures n'étaient pas géniales, mais avoir mon propre revenu me faisait me sentir plus en sécurité et indépendante. Mon premier quart de travail a été accablant parce que je devais apprendre la caisse et mémoriser les recettes de boissons tout en gérant la ruée constante des étudiants, mais les autres employés ont été patients et m'ont aidé à comprendre les choses. Chaque chèque de paie me semblait être la preuve que je pouvais réellement subvenir à mes besoins, même si c'était de justesse. 2 semaines après l'octroi de l'ordonnance de restriction, je suis arrivée à ma sous-location et j'ai trouvé un colis devant la porte. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture de maman. À l'intérieur, il y avait des photos de moi bébé avec Robert. Des photos que je n'avais jamais vues de lui me tenant quand j'étais petite, me poussant sur des balançoires, m'aidant à souffler les bougies d'anniversaire. Il y avait une note glissée entre les photos disant que Robert m'avait tellement aimée et qu'il aurait voulu que j'aide à garder sa mémoire vivante. Mes mains tremblaient lorsque j'ai pris des photos de tout avec mon téléphone pour documenter la violation. J'ai appelé la ligne de police non urgente et j'ai expliqué que ma mère avait violé l'ordonnance de restriction en laissant des articles à ma résidence. L'officier qui est venu prendre mon rapport était différent de l'officier Lee, mais il était au courant de mon cas et l'a pris au sérieux. Il a récupéré le colis comme preuve et a dit qu'ils émettraient un avertissement formel à maman et que toute violation ultérieure entraînerait une arrestation. L'avertissement a dû lui faire peur car le contact direct s'est arrêté après cela. Mais quelques jours plus tard, ma tante a appelé et a laissé un message vocal disant que maman était dévastée et racontait à tout le monde que j'avais détruit sa vie et enlevé sa dernière connexion avec Robert. Ma tante a dit que maman était la vraie victime ici et que j'étais cruelle de refuser de l'aider à guérir. Je n'ai pas rappelé, mais entendre que maman construisait toujours un récit où elle était la victime m'a mise en colère. Elle disait aux gens que je l'avais abandonnée au lieu de reconnaître qu'elle avait essayé de me forcer à porter une grossesse contre ma volonté. J'ai essayé de me concentrer sur ma propre guérison, comme Naomi me le rappelait constamment, mais c'était difficile de savoir que la moitié de ma famille croyait à la version des faits de maman. Au travail quelques semaines plus tard, je prenais des commandes à l'heure de pointe de l'après-midi lorsqu'une femme enceinte s'est approchée de la caisse. Elle n'était même pas très avancée, mais voir sa main posée sur son ventre m'a tout ramené. Les calendriers de cycle, la clinique de fertilité, maman debout au-dessus de mon lit avec cette seringue. Ma poitrine s'est serrée, et je ne pouvais plus respirer correctement, et ma vision a commencé à se rétrécir. Je me suis excusée auprès de la cliente, puis je suis tombée en trébuchant dans l'arrière-boutique. Ma responsable m'a trouvée assise par terre à côté des étagères de rangement, hyperventilant et pleurant. Elle m'a aidée à faire des exercices de respiration et m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin et qu'elle couvrirait ma caisse. Après 20 minutes, je me suis sentie assez stable pour revenir, mais j'ai tremblé pendant le reste de mon quart de travail. Cette nuit-là, j'ai réalisé que j'allais faire face à des déclencheurs liés à la grossesse et au bébé pendant très longtemps. Que ce n'était pas quelque chose qui disparaîtrait simplement parce que j'avais une ordonnance de restriction et un thérapeute. Lors de ma prochaine séance avec Naomi, nous avons commencé à travailler sur des stratégies concrètes pour gérer les déclencheurs de grossesse, au lieu de simplement en parler. Elle m'a fait pratiquer des exercices de respiration et des techniques d'ancrage que je pouvais utiliser lorsque je voyais des femmes enceintes ou des bébés en public. Nous avons revu des scénarios où j'imaginerais voir quelqu'un avec un ventre de bébé. Et je m'entraînerais à remarquer la panique qui commence, puis à utiliser les outils pour me calmer avant que cela ne s'aggrave. La partie la plus difficile a été lorsque Naomi m'a demandé de réfléchir si je pourrais vouloir des enfants un jour, selon mes propres termes. Séparément de ce que maman avait essayé de me forcer. Je ne pouvais même pas y aller mentalement sans me sentir malade. Elle a expliqué que la coercition de maman avait entremêlé mes propres choix futurs au traumatisme et que démêler cela prendrait du temps. Nous avons élaboré un plan pour nous concentrer uniquement sur la gestion des déclencheurs immédiats pour l'instant et pour garder les grandes questions sur mes propres choix reproductifs pour plus tard, lorsque je me sentirai plus stable. Je suis sortie de cette session avec une liste de stratégies d'adaptation écrite sur une carte que j'ai gardée dans ma poche au travail. Une semaine plus tard,
je suis allée à ma première réunion d'un groupe de soutien pour jeunes adultes confrontés à l'éloignement familial. La réunion a eu lieu dans un sous-sol d'un centre communautaire et il y avait environ 12 personnes assises en cercle. Je me sentais nerveuse en entrant parce que je ne savais pas si ma situation semblerait aussi grave que les problèmes des autres. Mais l'animateur a été accueillant et a dit que je pouvais simplement écouter si je n'étais pas prête à partager. La première personne à parler était un garçon de mon âge dont les parents l'avaient mis à la porte parce qu'il était gay. Ensuite, une femme dans la vingtaine a parlé de couper les ponts avec son père après des années d'abus verbal. Quelqu'un d'autre a parlé des problèmes de dépendance de sa mère et du fait de devoir passer à un contact zéro pour sa propre sécurité. Quand ce fut mon tour, j'ai donné une brève version de ce qui s'était passé avec maman, le sperme conservé et l'incident de la seringue. Personne n'a semblé choqué ou critique. Certaines personnes ont hoché la tête comme si elles comprenaient parfaitement. Après la réunion, 3 personnes différentes sont venues me voir et m'ont dit qu'elles avaient également dû faire face à des parents qui ne pouvaient pas respecter les limites concernant leur corps ou leurs décisions médicales. Une femme a dit que sa mère avait essayé de la forcer à subir une chirurgie de perte de poids. Le père d'une autre personne avait refusé d'accepter sa décision de ne pas avoir d'enfant. Entendre que d'autres personnes devaient fixer des limites strictes avec des membres de la famille concernant l'autonomie corporelle m'a fait me sentir beaucoup moins seule et moins comme si j'étais dramatique ou cruelle. 3 mois après l'ordonnance de restriction initiale, Jeff m'a appelé pour me rappeler l'audience visant à la prolonger d'une année complète. J'étais tellement concentrée sur le travail, l'école et la thérapie que j'avais presque oublié que c'était imminent. L'ordonnance temporaire avait fonctionné et maman était restée majoritairement à l'écart, à l'exception de cette violation de colis, donc une partie de moi s'attendait à ce que le juge la prolonge automatiquement. Mais Jeff a expliqué que l'avocat de maman plaiderait contre la prolongation et que je devrais être prête à la revoir et éventuellement à témoigner. Je me sentais moins terrifiée que lors de la première audience parce que je savais à quoi m'attendre maintenant. Mais j'ai quand même passé la nuit précédente à peine dormir, craignant de devoir être dans la même pièce que maman. J'ai choisi des vêtements qui me faisaient paraître plus âgée et plus crédible. Et j'ai répété ce que je pourrais dire si le juge me posait des questions. Jeff m'a rencontré à l'extérieur du palais de justice ce matin-là et nous avons revu le plan une fois de plus. À l'intérieur de la salle d'audience, maman était déjà assise à l'autre table avec son avocat. Elle avait l'air plus petite d'une certaine manière et plus âgée. Ses cheveux étaient différents et elle avait perdu du poids. Quand elle m'a vue entrer, elle a commencé à pleurer doucement et son avocat lui a donné des mouchoirs. Je me suis forcée à regarder ailleurs et à me concentrer sur Jeff. Le juge est entré et a appelé l'affaire, et l'avocat de maman s'est levé le premier. Il a fait valoir que maman avait été en thérapie de manière constante au cours des 3 derniers mois et qu'elle en était venue à comprendre qu'elle avait commis des erreurs dans la façon dont elle m'avait approchée pour avoir le bébé de Robert. Il a dit que maman était en deuil et ne pensait pas clairement, mais qu'elle avait fait le travail pour traiter son deuil de manière plus saine. L'avocate a dit qu'une ordonnance de restriction complète était excessive étant donné que maman n'avait violé l'ordonnance qu'une seule fois et que ce n'était qu'en laissant un colis. Rien de menaçant. Elle a demandé au juge de laisser l'ordonnance expirer ou de la réduire à un délai plus court avec des conditions moins strictes. Entendre cela faire passer maman pour la victime qui n'avait besoin que de compréhension m'a serré la poitrine de colère. Puis Jeff s'est levé et a présenté ses preuves. Il avait des impressions des publications de maman sur les médias sociaux du groupe de soutien au deuil, où elle parlait de moi et construisait un récit sur le fait d'être abandonnée. Il a montré au juge la documentation de la violation de l'ordonnance de restriction avec le paquet de photos et la note de culpabilité. Il a expliqué que cela montrait un schéma de harcèlement continu, même avec l'ordonnance en place, et que maman essayait toujours de me manipuler par des moyens indirects et de recruter d'autres personnes à sa cause. Jeff a fait valoir que maman n'avait pas vraiment reconnu le préjudice spécifique qu'elle avait causé, ni montré une réelle compréhension de la raison pour laquelle son comportement était mauvais, seulement qu'elle avait appris à mieux le cacher. Il a dit que j'avais besoin de l'année complète pour guérir et établir mon indépendance sans pression constante. Le juge a examiné toutes les preuves attentivement et a posé à Jeff quelques questions de clarification sur les publications sur les médias sociaux et si maman avait tenté de me contacter par l'intermédiaire d'autres membres de la famille. Ensuite, le juge m'a demandé si je voulais faire une déclaration. Je me suis levée et mes jambes tremblaient, mais j'ai réussi à parler clairement. J'ai dit que je faisais toujours face à l'anxiété tous les jours, et que j'avais du mal à dormir, et que j'avais des crises de panique lorsque je voyais des femmes enceintes à cause de ce que maman avait essayé de me forcer à faire.
J'ai expliqué que j'avais besoin d'espace pour guérir sans la pression et la manipulation constante, et que même si maman prétendait comprendre, les publications sur les médias sociaux montraient qu'elle essayait toujours de contrôler le récit et de se victimiser. J'ai dit que je voulais juste me sentir en sécurité et avoir le contrôle de mon propre corps et de mon propre avenir. Le juge a hoché la tête, puis a regardé directement maman et lui a demandé si elle comprenait pourquoi son comportement m'avait été préjudiciable. Maman s'est levée et a commencé à parler de cette voix calme et blessée. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me faire du mal et qu'elle essayait seulement d'honorer la mémoire de Robert parce que le deuil était si écrasant. Voici la traduction en français de la fin de l'histoire. Traduction en français. Fin. Elle a parlé de combien il lui manquait et de combien sa vie se sentait vide sans lui, et comment avoir son bébé lui aurait donné quelque chose pour quoi vivre. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas comprendre pourquoi je ne l'aiderais pas alors qu'elle avait renoncé à temps pour m'élever en tant que mère célibataire après le départ de mon père. Elle a pleuré et a dit qu'elle voulait juste que je sache à quel point elle souffrait. Toute la déclaration portait sur son deuil et sa douleur, et non sur ce qu'elle m'avait fait. Elle n'a jamais vraiment reconnu le suivi du cycle, l'incident de la seringue ou la coercition. Elle a juste continué à dire qu'elle voulait honorer Robert et qu'elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'étais si cruelle. L'entendre rater complètement l'essentiel m'a fait réaliser qu'elle ne comprenait toujours pas du tout et ne le ferait probablement jamais. Le juge a semblé frustré et a dit que, bien qu'il sympathisât avec la douleur de maman, les preuves montraient qu'elle n'avait pas vraiment saisi la gravité de ses actions ou le préjudice qu'elles avaient causé. Il a prolongé l'ordonnance de protection d'une année complète avec toutes les mêmes restrictions interdisant de m'approcher ou de me contacter concernant les questions de reproduction. Il a ensuite ajouté une nouvelle disposition selon laquelle tout contact entre nous devait être initié par moi et non par elle ou par l'intermédiaire d'autres personnes. Il a dit que si maman violait à nouveau l'ordonnance, elle ferait face à des accusations criminelles. En sortant du palais de justice après l'audience, j'ai ressenti cet étrange mélange de soulagement et de tristesse. J'étais heureuse d'avoir une année supplémentaire de protection légale, mais cela faisait mal d'en être arrivée là, que ma propre mère ne puisse pas respecter mon droit fondamental de contrôler mon propre corps. 2 semaines plus tard, j'ai signé un bail pour un petit studio qui coûtait plus que ce que je pouvais vraiment me permettre. L'endroit faisait peut-être 300 pieds carrés avec une salle de bain si minuscule que je pouvais à peine me retourner, mais il avait sa propre entrée et ses propres serrures dont j'étais la seule à avoir les clés. Déménager avec seulement mes vêtements, un matelas d'occasion et quelques articles de cuisine de base d'un magasin d'occasion était à la fois excitant et solitaire. J'ai passé ma première nuit là-bas, assise par terre, à manger des céréales pour le dîner et à me sentir fière d'avoir créé cet espace sûr pour moi, même si cela signifiait vivre avec presque rien. J'ai installé une chaîne de sécurité sur la porte et je l'ai vérifiée 3 fois avant de me coucher. Avoir mon propre endroit avec mes propres serrures valait chaque once de l'attention financière. Quelques jours après avoir emménagé, j'ai reçu un email de ma grand-mère. L'objet disait simplement « Je pense à toi ». Et quand je l'ai ouvert, le message était soigneusement rédigé et gentil. Elle disait qu'elle avait beaucoup réfléchi à tout ce qui s'était passé et qu'elle voulait mieux comprendre ma perspective et demandait si nous pouvions parler un jour quand je serais prête. Elle n'a pas fait pression ni pris parti, elle a juste dit qu'elle m'aimait et voulait entendre ma version des faits. J'ai regardé cet email pendant longtemps, tenté de répondre immédiatement parce qu'elle me manquait. Mais je me suis souvenue de la façon dont elle m'avait initialement dit que je devrais envisager de porter le bébé pour maman. Et je savais que lui parler pourrait devenir une autre façon pour maman d'essayer de m'atteindre ou de faire pression sur moi par l'intermédiaire de la famille. J'ai décidé d'attendre de me sentir plus stable et plus sûre de mes limites avant d'ouvrir cette porte. J'ai enregistré l'email dans un dossier, mais je n'ai pas répondu. Le semestre s'est terminé 1 semaine plus tard, et quand j'ai vérifié mes notes finales, elles étaient plus basses que tout ce que j'avais jamais obtenu. J'ai réussi à tout valider. Mais ma moyenne avait considérablement baissé. Certains de mes professeurs avaient été compréhensifs lorsque j'avais expliqué que je faisais face à une crise familiale, et l'un m'avait même accordé un délai supplémentaire lorsque j'étais en difficulté juste après la première audience. J'étais reconnaissante de ne pas avoir eu à abandonner complètement malgré tout ce qui s'était passé. Assise dans mon studio à regarder mes notes, j'ai réalisé que j'avais survécu à quelque chose qui aurait pu détruire toute ma vie. Et même si mes résultats scolaires avaient souffert, j'étais toujours là et j'avançais toujours. Je me suis inscrite pour les cours du printemps 1 semaine plus tard, avec un plan pour ne prendre que 12 crédits au lieu des 15 habituels. La conseillère pédagogique m'a demandé si j'étais sûre de la charge plus légère,
Et je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps pour le travail et les affaires personnelles. Elle n'a pas insisté pour avoir des détails. J'ai choisi des cours qui se réunissaient le mardi et le jeudi, afin de pouvoir travailler de plus longues heures au café les lundis, mercredis et vendredis. Mon emploi du temps me semblait plus gérable que le semestre dernier, où j'avais essayé de gérer une charge de cours complète, alors que tout s'écroulait avec maman. Marchant sur le campus vers mon premier cours du semestre, j'ai remarqué que les autres étudiants semblaient excités et énergiques, alors que je me sentais juste fatiguée. Ils prenaient probablement des charges complètes, et faisaient des stages et rejoignaient des clubs. Je prenais le minimum de crédit et travaillais pour payer le loyer d'un petit studio. Une partie de moi avait l'impression d'être en retard par rapport à tous les autres de mon âge, mais je me suis rappelé que je gérais des choses que la plupart d'entre eux ne pouvaient pas imaginer. 3 semaines après le début du semestre, j'ai reçu un appel de la clinique de fertilité alors que je réapprovisionnais les tasses au travail. Kay du service juridique a dit qu'elle appelait pour m'informer que les échantillons conservés dans le compte de ma mère étaient en train d'être jetés en raison de 6 mois de non-paiement des frais de stockage. Elle voulait s'assurer que je savais que cela se produisait au cas où j'aurais des inquiétudes. Je lui ai dit que je n'avais aucune inquiétude et je l'ai remercié de m'avoir informée. Après avoir raccroché, j'ai ressenti cet étrange sentiment de soulagement que la preuve physique du plan de maman était enfin en train d'être détruite. Cette nuit-là, j'ai vérifié la page du groupe de soutien au deuil de maman par curiosité et j'ai trouvé une longue publication sur la cruauté des installations de stockage à facturer des frais pendant les périodes de deuil. Elle a écrit que sa fille ingrate l'avait forcée à des difficultés financières en exigeant des procédures légales, rendant impossible de garder stocké le matériel précieux qui représentait sa dernière connexion avec son défunt mari. Plusieurs membres du groupe ont commenté avec sympathie et colère envers le système. Une femme a écrit que les enfants d'aujourd'hui n'avaient aucun respect pour les sacrifices de leurs parents. Lire cela aurait dû me faire sentir coupable, mais à la place, je me suis sentie seulement énervée. Les échantillons n'ont jamais été ma responsabilité et les problèmes financiers de maman n'étaient pas ma faute. Ma séance de thérapie suivante avec Naomi s'est concentrée sur les sentiments compliqués que j'avais à propos de la situation. Je lui ai dit que Robert ne me manquait pas vraiment, puisque je ne l'avais connu que pendant 3 ans quand j'étais petite. Ce qui me manquait, c'était l'idée d'avoir une mère qui me voyait comme une personne plutôt que comme un outil pour son deuil. Naomi m'a demandé de décrire le type de relation que je souhaitais pouvoir avoir avec maman. J'ai parlé de vouloir une mère qui se renseigne sur mes cours et mes amis, qui soit fière de moi d'avoir survécu à tout ce qui s'était passé, qui respecte mes choix même si elle n'était pas d'accord avec eux. Le dire à voix haute m'a fait réaliser à quel point cette relation était éloignée de la réalité. Naomi a dit qu'accepter que maman ne serait peut-être jamais capable d'être cette personne était douloureux, mais aussi nécessaire pour ma propre guérison. Elle a expliqué que je faisais le deuil d'une relation qui n'avait jamais existé et qui n'existerait peut-être jamais, ce qui était différent de faire le deuil d'une personne qui était morte. Je suis sortie de cette session en me sentant triste, mais aussi d'une certaine manière plus légère, comme si on m'avait donné la permission d'arrêter d'attendre que maman devienne soudainement quelqu'un de différent. Quelques semaines plus tard, Tristan m'a envoyé un message me demandant si je voulais aller dîner avec lui et des amis. Quand je suis arrivée au restaurant, il m'a présenté à sa petite amie, Maya, qui était drôle et facile à qui parler. Elle m'a posé des questions sur mes cours et ce que j'étudiais sans aucune gêne concernant ma situation. Les autres personnes présentes étaient des amis du groupe de jeu de Tristan, et ils m'ont incluse dans leur conversation sur des choses normales comme les films à venir et les professeurs terribles. Assise là à manger de la pizza et à rire de l'histoire de quelqu'un sur son colocataire, j'ai réalisé à quel point j'avais été isolée. J'avais été tellement concentrée sur la survie, la thérapie et les affaires juridiques que j'avais oublié ce que ça faisait de simplement traîner avec des gens de mon âge en faisant des choses normales. Tristan a croisé mon regard de l'autre côté de la table et a souri. Et j'étais reconnaissante qu'il soit resté malgré tout. En rentrant à mon studio, j'ai pensé à quel point il était important d'avoir des exemples de relations saines après avoir passé tant de temps dans la version tordue de l'amour de ma mère. 6 mois après que le juge a accordé l'ordonnance de restriction pour la première fois, j'ai reçu une lettre de l'avocat de maman dans ma boîte aux lettres sur le campus. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant parce que je m'attendais à plus de menaces ou de poursuites judiciaires. Au lieu de cela, c'était une courte lettre personnelle de maman disant qu'elle était désolée pour la douleur qu'elle avait causée. Elle a écrit qu'elle avait beaucoup réfléchi à tout ce qui s'était passé et qu'elle espérait qu'un jour,
je comprendrai qu'elle avait essayé de créer quelque chose de beau à partir de la perte. Elle a dit que je lui manquais et voulait que je sache qu'elle m'aimait toujours, même si nous ne pouvions pas être en contact pour le moment. La lettre ne demandait rien ni n'essayait de me manipuler pour que je réponde. Elle exprimait simplement des regrets et l'espoir d'une réconciliation future. Je l'ai lue 3 fois assise sur mon lit et à la 3e fois, je pleurais. Non pas parce que j'étais prête à lui pardonner ou à la laisser revenir dans ma vie, mais parce que la lettre montrait qu'elle ne comprenait toujours pas. Elle cadrait toujours tout autour de ses intentions et de son deuil. Elle considérait toujours le fait de me forcer à porter le bébé de Robert comme quelque chose de beau, au lieu de le reconnaître comme une violation. J'ai apporté la lettre à ma réunion avec Jeff la semaine suivante et je lui ai demandé de m'aider à rédiger une réponse. Il l'a lue attentivement et a dit que je n'étais pas obligée de répondre du tout, mais si je voulais, nous devrions nous assurer qu'elle était claire et ferme. Nous avons passé 1 heure à rédiger une réponse qui reconnaissait ses excuses, mais réaffirmait mes limites. J'ai écrit que je comprenais qu'elle avait agi à cause du deuil, mais que ses intentions ne changeaient de rien au préjudice qu'elle avait causé. J'ai dit que j'avais besoin qu'elle respecte mon autonomie et cesse de me contacter au sujet de la réconciliation jusqu'à ce que je sois prête à initier cette conversation moi-même. Jeff m'a aidé à garder le ton calme et factuel au lieu d'être en colère ou émotif. Envoyer cette lettre a été comme tracer une ligne dans le sable. Je ne fermais pas la porte pour toujours, mais je faisais comprendre que toute relation future se ferait selon mes conditions. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email disant que j'avais été acceptée dans un programme de recherche d'été par le département de biologie. Le programme était assorti d'une petite allocation qui couvrirait la majeure partie de mon loyer pendant 3 mois. De plus, cela aurait fière allure sur mon CV. J'avais postulé sur un coup de tête en février, ne m'attendant pas vraiment à être acceptée, étant donné que mes notes avaient baissé. En lisant l'email d'acceptation à la bibliothèque du campus, j'ai ressenti cette vague de soulagement pour l'argent, mais aussi quelque chose de plus grand. Le programme signifiait que j'avais quelque chose à espérer, quelque chose qui visait à construire mon avenir au lieu de simplement survivre à mon présent. J'ai appelé Naomi de l'extérieur de la bibliothèque pour lui annoncer la nouvelle, et elle a dit qu'elle était fière de moi d'avoir postulé même lorsque les choses étaient difficiles. Cette nuit-là, j'ai fêté en m'achetant un café chic que je ne pouvais pas me permettre normalement, et en m'asseyant dans mon studio en sentant que peut-être les choses s'amélioraient vraiment. Mon 19e anniversaire tombait un jeudi fin mars. Je n'ai dit à personne que c'était mon anniversaire car je ne voulais pas qu'on en fasse toute une histoire. Quand je suis rentrée des cours, il y avait une carte dans ma boîte aux lettres de ma grand-mère. À l'intérieur, il y avait une courte note disant qu'elle respectait mes choix et qu'elle serait là quand je serais prête à me reconnecter. Elle avait inclus un billet de $20 et un PS, disant qu'elle était fière de moi de prendre soin de moi. C'était la première communication de la famille qui n'était pas accompagnée de pression ou de jugement. J'ai mis la carte sur mon petit comptoir de cuisine et je l'ai regardée en mangeant des céréales pour le dîner. Avoir ce petit lien familial qui se sentait sûr m'a fait penser que peut-être un jour certaines de ces relations pourraient guérir. Pas avec maman. Probablement pas avant longtemps, mais peut-être avec ma grand-mère et éventuellement d'autres qui pourraient respecter mes limites. Lors de ma séance de thérapie suivante, Naomi a suggéré que nous créions un cadre pour ce qui devrait se passer avant que j'envisage de permettre un contact limité avec maman. Nous avons fait une liste ensemble. Premièrement, maman devrait suivre une thérapie constante pendant au moins 1 an avec un spécialiste des traumatismes. Deuxièmement, elle devrait faire preuve d'une responsabilité authentique en reconnaissant le préjudice spécifique qu'elle a causé sans donner d'excuses. Troisièmement, elle devrait montrer qu'elle pouvait respecter les limites en ne violant pas l'ordonnance de restriction et en n'utilisant pas d'autres personnes pour me contacter. Quatrièmement, tout contact devrait être supervisé par un médiateur au début. En regardant la liste, je savais que je n'étais prête pour rien de tout cela pour l'instant et que je ne le serais peut-être pas avant des années. Mais avoir un cadre m'a aidé à me sentir moins coupable de maintenir la distance. Il ne s'agissait pas de punir maman pour toujours. Il s'agissait de me protéger jusqu'à ce qu'elle puisse prouver qu'elle avait changé. La semaine suivante, j'ai configuré une nouvelle adresse e-mail spécifiquement pour le contact familial. J'ai donné l'adresse à Jeff pour qu'il la partage avec l'avocat de maman avec des instructions claires, indiquant qu'elle était uniquement destinée aux informations familiales importantes telles que les décès ou les urgences médicales. J'ai parlé à Naomi de l'email et nous avons convenu que je ne le vérifierais qu'1 fois par semaine pendant nos séances de thérapie pour avoir du soutien s'il y avait quelque chose de troublant. Cela ressemblait à un juste milieu entre couper complètement tout contact pour toujours
et être vulnérable à des messages surprises qui pourraient m'agresser émotionnellement. Avoir ce canal contrôlé m'a redonné un certain pouvoir sur quand et comment je m'engageais avec la famille, au lieu de m'inquiéter constamment de ce qui pourrait apparaître dans ma boîte de réception ou ma boîte aux lettres habituelle. Naomi a dit que c'était un bon exemple de création de limites qui me protégeait tout en laissant de la place pour une éventuelle guérison future. 9 mois après avoir quitté la maison, je me suis réveillée un mardi matin et j'ai réalisé que j'avais dormi toute la nuit sans un seul cauchemar. Je suis restée là pendant 1 minute à regarder mon plafond, attendant que la panique habituelle me frappe. Mais elle n'est pas venue. Mon corps se sentait différent, comme si la tension constante que j'avais portée s'était relâchée juste assez pour que je puisse respirer jusqu'à mes poumons. Je me suis levée et j'ai fait du café dans ma petite cuisine, et la routine semblait normale au lieu d'être une survie. Mon studio était petit et les meubles étaient tous d'occasion. Mais c'était chez moi. J'avais choisi les rideaux bleus et accroché les affiches bon marché sur les murs, et personne ne pouvait y entrer sans ma permission. En regardant autour de moi dans mon espace en buvant mon café, j'ai ressenti quelque chose de proche de la fierté. Ma vie n'était pas parfaite, et la situation avec maman n'était pas résolue, et ne le serait probablement pas avant des années. Mais j'avais construit quelque chose de stable et de sûr pour moi, alors que je ne pensais pas pouvoir le faire. J'y étais parvenue pendant 9 mois par moi-même, travaillant, allant à l'école, gérant des rendez-vous de thérapie et payant le loyer. Certains jours étaient encore très difficiles. Hier, j'avais vu une femme enceinte au café et j'avais dû aller m'asseoir dans l'arrière-boutique pendant 10 minutes pour me calmer. Je vérifiais toujours les serrures de ma porte 3 fois avant de me coucher et je me réveillais parfois en pensant que j'entendais la voix de maman. Il me manquait d'avoir une mère, ou du moins l'idée de ce que devrait être une mère. Mais j'apprenais que guérir ne signifiait pas que tout était réparé ou que les relations étaient magiquement rétablies. Cela signifiait que j'avais créé une vie où j'avais le contrôle de mon propre corps et de mon propre avenir. Cela signifiait que je pouvais dire non et prendre des décisions et que personne ne pouvait me forcer à faire quelque chose que je ne voulais pas. Certains matins, je me sentais encore coupable de m'être choisie au lieu du deuil de ma mère. Mais ensuite, je me souvenais d'elle debout au-dessus de mon lit avec cette seringue et je savais que j'avais fait la bonne chose. Je me suis préparée pour mon quart de travail au café et je suis sortie, verrouillant ma porte derrière moi. J'avais cours plus tard, puis une thérapie avec Naomi. Mon emploi du temps était chargé, mon compte bancaire était généralement presque vide et j'étais souvent fatiguée. Mais j'étais fière de moi d'être sortie, même quand j'avais peur. Je savais que je pouvais gérer ce qui allait suivre parce que j'avais déjà survécu à la pire chose que je pouvais imaginer. En marchant vers le travail sous le soleil matinal, je me sentais prête pour la journée à venir.